Selon l'INSEE, il y a aujourd'hui en France 6,8 millions d'immigrés. Ce à quoi il faut ajouter les clandestins, estimés à environ 600 000 par le ministère de l'Intérieur. Nous arrivons donc à un pourcentage total de 10,5 à 12% de la population française. Dans tous les cas, c'est moins qu'en Allemagne, au Royaume-Uni ou aux États-Unis, et moins que la moyenne de l'OCDE, 13,6%. Alors, d'où viennent ces immigrés ? 4 sur 10 arrivent d'Afrique. 3 sur 10 d'Europe. Qui sont-ils ? Un tiers des titres de séjour sont accordés à des étudiants, un autre tiers au regroupement familial. Pour le reste, ce sont des migrants économiques ou humanitaires. Les demandeurs d'asile sont, pour leur part, en grande majorité des Afghans. Il faut savoir qu'ailleurs dans le monde, l'immigration atteint 70% dans certains pays du Golfe, alors qu'elle est à peine de 1% en Chine ou au Brésil. Vous l'aurez compris, difficile de juger d'un niveau d'immigration idéal dans un pays. Le sujet n'est pas scientifique mais politique. Bienvenue dans notre playlist spéciale immigration. Le thème de l'immigration doit-il être au centre des débats de la présidentielle ? La question divise la classe politique. Marine Le Pen et Éric Zemmour ont réussi à l'imposer comme thème principal au début de la campagne. L'immigration s'invite dans le débat présidentiel qui s'ouvre. Tous les candidats se contorsionnent pour tenter de se faire entendre sur ce sujet qui s'impose de lui-même. Je vois dans ces ralliements thématiques, dans ces prises de conscience opportunes, mais surtout opportunistes, une victoire idéologique des nationaux. Cette question de l'immigration sera au centre du prochain mandat présidentiel. 1800 agressions par jour. Vous appelez ça comment ? Moi, j'appelle ça un ensauvagement de la société inouï, dont la première responsabilité est l'immigration. Des déclarations politiques qui heurtent des candidats de gauche, comme Fabien Roussel, mais aussi de la majorité, comme Gérald Darmanin. Quand j'entends les discours horribles, durs, tenus par l'extrême droite, par ces candidats qui se réclament de Pétain, de la collaboration, excusez-moi, mais enfin, c'est ça, c'est préoccupant, extrêmement préoccupant. C'est un sujet important, mais qui ne doit pas être l'alpha et l'oméga de tout. C'est comme tous ceux qui vous expliquent que le climat, c'est l'alpha et l'oméga de toute politique. Il y a des gens qui vous expliquent que l'immigration, c'est l'alpha et l'oméga de toute politique. S'il fait beau ou moche dans la rue, c'est pas parce qu'il y a de l'immigration. Donc je pense qu'on peut en parler raisonnablement. On peut aimer avoir des frontières, choisir ces personnes qui viennent sur le territoire national, avoir une volonté de les intégrer, leur vouloir qu'ils parlent et qu'ils apprennent le français, vibrer au son de la Marseillaise, expulser les personnes qui commettent des méfaits sur le sol de la République, sans en parler matin, midi et soir. Une théorie a donc émergé au cours de cette campagne présidentielle, celle du grand remplacement. Une théorie xénophobe popularisée par l'écrivain d'extrême droite, Renaud Camus. Selon ce concept, la population française actuelle serait en train, progressivement, d'être remplacée par une population étrangère venant essentiellement d'Afrique subsaharienne et du Maghreb. Éric Zemmour défend cette théorie. Le sujet, c'est effectivement ce fameux grand remplacement, c'est-à-dire qu'il y a un peuple qui remplace un autre dans d'innombrables endroits, qui tiers-mondise le pays avec une civilisation différente, une civilisation islamique qui n'a pas les mêmes valeurs que la civilisation française et européenne, qui est même antagoniste et antinomique. Donc c'est ça que je dis. Je dis donc, est-ce qu'on veut... Un peuple français qui remplace un autre peuple français, c'est ce que vous dites. Non, c'est un peuple étranger qui remplace un peuple français. Et c'est une civilisation étrangère, une civilisation islamique, qui remplace un peuple issu d'une civilisation chrétienne, gréco-romaine, depuis 1500 ans. Voilà, c'est ça l'enjeu. Cette théorie du grand remplacement, à laquelle adhérait également Jean-Marie Le Pen, n'est en revanche pas partagée par sa fille, Marine. La candidate du Rassemblement national est même en opposition frontale sur ce sujet avec Éric Zemmour. Je trouve qu'il a une vision brutale sur l'immigration, qu'il a même une vision brutale sur la société de manière générale. Éric Zemmour est un idéologue et donc les idées valent mieux que les gens. Et bon, j'ai une divergence fondamentale sur ce sujet. Donc je sais... par expérience, parce que je les connais, que certains souhaitent qu'en réalité, le combat nécessaire contre l'immigration massive, contre l'immigration clandestine, la reprise en main de notre politique migratoire, ils souhaitent que ça se transforme en une sorte de croisade, c'est-à-dire une sorte de guerre de religion à laquelle moi je ne peux pas adhérer. L'immigration est un thème qui joue avec la question de l'identité française, mais aussi parfois avec des peurs irrationnelles.
C'est en tout cas ce que dénonce le candidat des écologistes Yannick Jadot. La première option politique, c'est de trouver des boucs émissaires. C'est au fond de dire les Arabes, les musulmans à la mer. On s'en débarrasse. Il y a des responsables de tous nos problèmes. C'est pas ça la politique. Pour moi, la politique, c'est d'apporter des solutions. Et dans ce moment-là, dans cette campagne électorale-là, vous avez celles et ceux qui portent des pulsions mortifères. Celles et ceux qui portent des pulsions de haine, d'enfermement. Eh bien, moi, je serai dans cette campagne présidentielle celui qui porte, avec les écologistes, avec les progressistes, des pulsions de vie, des pulsions de fraternité, des pulsions d'entraide et des pulsions d'innovation. Le business du déclin, c'est certainement rentable pour un certain nombre de candidats. Ça peut pas être une ambition pour la France. L'immigration est souvent abordée dans le débat public sous l'angle identitaire. Or, elle peut également avoir un impact sur l'économie d'un pays. C'est ce que souligne un rapport du Conseil d'analyse économique rendu en novembre 2021. Selon ce texte analysé par Aurélien Fleureau, le flux d'étrangers pourrait avoir un effet bénéfique sur les finances publiques. Le constat de départ, c'est que l'immigration qualifiée est toujours un vecteur de croissance et pour les économistes à l'origine de l'étude, dans le débat public en France, le thème de l'immigration est principalement vu sous le prisme de ses aspects identitaires et sécuritaires et les enjeux économiques ne sont jamais discutés. En France, le flux d'arrivée en 2019 représentait 0,41% de la population. C'est 2 fois moins que la moyenne des pays de l'OCDE. En revanche, il s'agit d'une immigration peu qualifiée qui vient à 70% du continent africain et qui se concentre dans les grandes métropoles. Autre constat de cette étude, l'immigration n'a quasiment aucun effet sur les salaires ni sur les finances publiques. Après les constats, les recommandations, le Conseil d'analyse économique incite à repenser la politique migratoire, d'abord en répondant précisément aux besoins des entreprises, notamment en actualisant bien plus souvent la liste des métiers en tension, en mettant également en place un système à points pour obtenir un visa, système qui a fait ses preuves au Canada par exemple, plus transparent et plus efficace, ou encore en facilitant la transition entre études et emploi. Immigration choisie ou immigration subie. C'était le credo de Nicolas Sarkozy lorsqu'il était au pouvoir. En 2022, c'est Valérie Pécresse qui porte les couleurs de la droite et elle propose un système similaire. Un système d'immigration à points, comme au Canada. Selon elle, l'immigration zéro souhaitée par Éric Zemmour et Marine Le Pen est un leurre. Il propose l'immigration zéro. C'est totalement impossible, personne ne le fera jamais. C'est pas crédible. Donc, qu'est-ce qui est crédible ? La proposition de loi constitutionnelle que j'ai écrite et mise sur la table, que tous les Français peuvent aujourd'hui consulter. Pour des quotas. Cette proposition constitutionnelle, c'est le système à la canadienne ou à l'américaine, où on choisit les étrangers qu'on accueille, avec une stratégie de quotas démocratiquement votée par le Parlement chaque année, qui donne la limite des titres de séjour qu'on délivrera aux étudiants, à l'immigration familiale et à l'immigration de travail. Et une fois qu'on les a atteints, on arrête tout, c'est terminé. Et ça permet de reprendre complètement le contrôle de l'immigration aujourd'hui. Ça permet aussi de choisir les pays, ça permet de choisir les zones géographiques, et ça permet de faire un donnant-donnant en renégociant tous les accords migratoires avec les pays d'origine, Maghreb, Afrique subsaharienne, en leur disant oui au visa, contre des laissez-passer, pour que les clandestins qu'on trouve chez nous rentrent chez eux. Donc ça permet de se faire à nouveau respecter. Pour le journaliste du magazine Marianne, Louis Osalter, ce système d'immigration à points est une fausse bonne idée, car il présente 2 inconvénients majeurs. Ceux qui préconisent une immigration qualifiée, choisie, qui consiste donc à aller chercher de la main-d'œuvre qualifiée dans des pays particuliers pour aller remplir les filières dans lesquelles nous avons un problème de talent, de main-d'œuvre. Les médecins tunisiens, une pénurie, dans nos exactement. hôpitaux. Et ça va des médecins jusqu'aux tourneurs-fraiseurs, aux menuisiers. Les ingénieurs indiens, etc. Il y a honnêtement plein d'emplois dans des filières non pourvues en France, alors même que le taux de chômage est encore à 7%, qu'on n'est pas au plein emploi. Donc, choisir l'immigration pour répondre à cette distorsion entre la main-d'œuvre qualifiée et le nombre d'emplois disponibles et non pourvus est un choix qui n'est pas complètement assumé, mais qui est fait par certaines élites politiques et économiques. Mais ça consiste en quoi, en fait, si on songe à l'intérêt plus global du monde ? Ça consiste quand même à aller dépouiller des pays d'une main-d'œuvre qualifiée pour aller la prendre chez nous. En gros, c'est l'Occident qui explique, qui organise la fluidification totale de la circulation des personnes pour compenser le vieillissement de sa population et compenser son manque de main-d'œuvre dans certaines filières. 2 inconvénients majeurs. Deux inconvénients majeurs, ça crée des fractures culturelles
dans les pays d'accueil, et puis surtout ça dépouille les pays de départ de leur main-d'œuvre. Donc c'est la poursuite, si vous voulez, d'un égoïsme qui n'est bon pour personne, qui est néfaste pour beaucoup de gens, et essayer d'organiser en fait un déménagement du monde où tout serait fluide. On voit les problèmes que ça cause, non seulement chez nous, effectivement, mais aussi, y compris pour les pays d'origine. Tant que les gens auront ces motifs de départ, leur pays ne se développera pas. Pour acquérir la nationalité française, il existe aujourd'hui en France 4 possibilités principales. Le droit du sang, le droit du sol, la naturalisation et le mariage. Avec le droit du sang, est considéré comme français tout enfant dont au moins l'un des 2 parents est français. Avec le droit du sol, un enfant né en France de parents étrangers devient français à l'âge de 18 ans, sous certaines conditions. C'est ce droit que veulent abroger Éric Zemmour et Marine Le Pen. Je supprime le droit du sol, c'est-à-dire que, si vous voulez, avec moi, il n'y aura plus d'acquisition automatique de la nationalité française. On ne devient pas français de manière automatique. On devient français soit parce qu'on a un de ses 2 parents au moins qui est français, soit parce qu'on mérite de devenir français. Mais l'acquisition automatique, ça n'existera plus. Alors, il y a des cas, si vous voulez, où le critère sera évidemment, par exemple, si vous vous mariez, il n'y aura pas d'acquisition automatique. En revanche, le fait que vous soyez marié à un Français, bien sûr, sera analysé comme étant un critère positif pour l'aboutissement de votre demande d'accès à la nationalité française. Parler immigration, c'est parler des frontières. Celle de la France, mais aussi celle de l'Europe. Vous avez certainement entendu parler de l'espace Schengen ? Schengen, c'est une ville des Pays-Bas où un accord sur un espace de libre circulation des personnes a été signé en 1985. Il est entré en vigueur en 1995. Aujourd'hui, 26 pays en font partie, 22 des 27 États membres de l'Union européenne, ainsi que 4 États associés, la Norvège, l'Islande, la Suisse et le Liechtenstein. Concrètement, l'espace Schengen, cela signifie que tout individu entré sur ce territoire peut en principe franchir librement les frontières. Les contrôles ne pouvant être rétablis que dans des cas très précis. Et Emmanuel Macron, avant d'être candidat, affichait son intention de réformer Schengen. Schengen est un acquis européen et il a permis de consolider cette Europe à laquelle nous tenons, qui est tout à la fois une Europe de la libre circulation des personnes, en toute sécurité, en même temps une Europe qui protège ses frontières extérieures. Schengen a été conçu à une époque très différente de celle que nous vivons aujourd'hui. Avant la reprise du terrorisme sur le sol européen et avant la reprise très forte d'une immigration suite à la crise libyenne, aux crises successives depuis 2015, puis ces derniers mois, nous l'avons vu, avant une transformation qui est en cours, celle qui fait de l'immigration, au fond, une forme d'arme hybride de puissances qui veulent nous déstabiliser. Pour toutes ces raisons, nous devons repenser les équilibres de Schengen. Réformer Schengen, supprimer Schengen ou bien ériger des murs aux frontières de l'Union européenne. Plusieurs pays le réclament, la Pologne, la Hongrie, l'Autriche ou encore la Grèce. Il n'en est pas question, répond la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. En France, Éric Zemmour y est clairement favorable. Tout comme Valérie Pécresse, de façon un peu plus nuancée. Je ne veux pas une Europe forteresse, je ne veux pas une Europe entièrement grillagée. C'est ce qui est demandé, des murs de barbelés quand même. Non, je ne veux pas non plus une Europe supermarché, où on rentre et on sort sans être contrôlé. Il y a 1900 points de passage autorisés pour rentrer en Europe, et l'idée, c'est effectivement que les frontières terrestres puissent être protégées par des grillages, par des murs, pour éviter l'effet Europe passoire. Il n'y a pas de grande puissance qui ne protège pas ses frontières et qui ne décide pas de qui elle accueille. En fait, c'est reprendre le contrôle de l'immigration. La guerre en Ukraine s'est invitée dans ce débat sur l'immigration. Avec une question qui émerge dans cette campagne, y a-t-il 2 poids, 2 mesures entre les immigrés ukrainiens et les autres ? Tous les candidats, hormis Éric Zemmour dans un premier temps, se sont prononcés en faveur d'un accueil des civils ukrainiens. La France et l'Europe ont adopté un accord pour permettre une forme d'asile temporaire, selon le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, soutien d'Emmanuel Macron. C'est une protection temporaire, effectivement, entre 6 mois et 3 ans. Si au bout de 3 ans, la situation dure, nous regardons ce qu'on peut faire pour faire l'asile, évidemment. Mais 3 ans, ça nous paraît... Qu'est-ce que ça leur donne accès en droit, en prestations en France ? D'abord, ils peuvent ramener, s'ils le souhaitent, leur famille, y compris leur famille si elle est étrangère.
Deuxièmement, un accès au logement. Troisièmement, un accès à ce qu'on appelle l'ADA, c'est un minimum social d'à peu près 400 € pour survivre. Donc c'est vraiment pas grand-chose, mais ça existe bien sûr, qui peuvent travailler. C'est pas le cas des demandeurs d'asile. Les demandeurs d'asile ne peuvent pas travailler pendant la demande d'asile. Là, ils peuvent travailler. Donc vous voyez, c'est une protection qui est d'ailleurs valable pour tous les pays européens. Donc il n'y aura pas de concurrence entre l'Italie, la Pologne, la Hongrie, la France pour savoir lequel est le mieux disant social. Voilà. Et parfois, on a ce débat public qui existe. Ce sera la même protection partout sur le territoire européen. Encore une fois, je pense que ça montre l'humanité et la non-naïveté de l'Europe qui a été extrêmement efficace. Récemment, la France a décidé de réduire drastiquement la délivrance des visas pour les pays du Maghreb. 2 fois moins pour l'Algérie et le Maroc. 1/3 en moins pour la Tunisie. Si la droite salue cette mesure, la gauche réclame une meilleure coopération avec les pays d'origine des immigrés. C'est le cas notamment de la candidate du PS, Anne Hidalgo. Selon elle, l'accent doit être mis avant tout sur la solidarité. Une idée relayée par le premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure. C'est simple. Pourquoi les gens, depuis que le monde est monde, se déplacent hors de leur territoire de naissance? Parce qu'il fait trop chaud, parce qu'il fait trop froid, parce qu'on y mange peu, parce qu'on n'y travaille plus, parce que, en fait, il y a des raisons économiques, sociales ou de guerre qui poussent les gens à migrer. Les obligations de quitter le territoire, ce sont des gens qui n'ont rien à faire sur le territoire français. Mais je parle des gens qui migrent vers la France. Et ces gens-là, en fait, ils viennent donc pour des raisons qui sont des raisons souvent économiques. Si les gens qui sont en France, qui sont là de manière légale, parce que c'est d'eux dont on parle, et qui renvoient de l'argent vers leur village, vers leur famille, et qui le font pour que justement les gens puissent rester dans le village. Mais que se passera-t-il si cet argent ne vient plus ? Vous aurez naturellement plus de migrants. Et donc, c'est absolument à rebours de ce qu'il faut faire. Mais malgré la réalité de ce qu'il faudrait faire, c'est au contraire accentuer la coopération, faire en sorte qu'il y ait aussi un vrai combat contre le réchauffement climatique. Parce que c'est ça. Nous sommes d'accord qu'il y a ces défis-là, mais est-ce que vous assumez qu'il y a un vrai problème quand on ne peut pas renvoyer chez eux des personnes qui n'ont rien à faire sur le territoire français ? Bien sûr, c'est un problème. Mais alors comment vous faites ? Mais c'est certainement pas comme ça qu'on le fait. C'est en discutant avec les pays d'origine. Ça fait des années qu'on le fait, ça ne marche pas. Eh bien, écoutez, ce que je sais, c'est que c'est pas parce que quelque chose ne marche pas qu'il faut faire quelque chose qui marche encore moins. Et mais donnez-moi une proposition qui marche. Alors. Mais non, mais n'allez pas sanctionner des gens qui sont en France de manière légale. Vous allez punir des gens qui sont innocents. Est-ce que ça a un sens ? Moi, je vous le dis, ça n'en a pas. Pour conclure cette playlist, une dernière info. La France est en dessous de la moyenne européenne par le nombre d'étrangers sur son sol. Elle se classe 15e sur les 27 pays de l'UE. Mais au-delà des statistiques, nous espérons que cette playlist, spéciale immigration, vous aura permis de faire le tour de la question sans tomber dans la caricature.